Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stella. Via Culture fait sa rentrée, périodicité désormais mensuelle, première diffusion le samedi soir, de nombreuses nouveautés à découvrir dans quelques secondes et ça commence par un nouveau son générique. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Via Cultura. Alors que planent sur notre société les menaces obscurantistes et terroristes, peut-être est-il bon de rappeler que la culture et les arts peuvent jouer un rôle majeur contre ces maux. Former des citoyens instruits, éduqués, cultivés et autonomes dans le monde qui est le leur, telle est l'ambition affichée par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, en cette rentrée 2016. Mais au-delà des déclarations d'intention, quelle est la place de la culture aujourd'hui en France dans l'éducation nationale ? Le système éducatif français favorise-t-il la démocratisation de l'art? Parvient-il à réduire les inégalités d'accès aux arts et à la culture? Son rôle en la matière doit-il être renforcé, particulièrement dans le contexte actuel? Pour tenter de répondre à ces questions, ce soir, nous recevons Christelle Mazière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Vous avez soutenu votre thèse en 2015 consacrée à la transmission du patrimoine culturel en milieu scolaire. Actuellement, vous menez des recherches sur les écoles du rural dans le cadre des universités de Corse et de Provence. Janine Vittori, bonsoir. Vous êtes conseillère pédagogique pour l'Académie de Haute-Corse. Votre spécialité, ce sont les arts visuels. Vous nous expliquerez précisément en quoi consiste votre travail. À ma gauche, deux nouveaux chroniqueurs dans Via Cultura. Ils nous accompagneront durant toute cette émission et durant toute la saison, j'espère que ça va bien se passer et que vous allez rester. Tristan Francos, bonsoir. Vous êtes journaliste musical. On a entendu votre voix à la radio, sur le Move, Nova, France Culture. On vous entend à la télé, sur Arte, France 3 et via Stella dans l'émission Mezzovoce notamment. Et dans Via Cultura, désormais, on vous voit. Vous allez naturellement nous parler de musique. Ange Toussaint-Pietrera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire et passionné de littérature et de cinéma. On peut lire ou écouter vos chroniques sur RCFM, dans le blog de l'association Musa Nostra ou dans le magazine EC. Vous êtes aussi enseignant et donc directement concerné par le sujet qui nous occupe ce soir. Et vous nous parlerez littérature et cinéma dans Via Cultura au choix. Selon votre humeur. Selon les humeurs. Ouais. Voilà. Voilà pour les présentations. Welcome on board, messieurs. Mais avant de découvrir vos chroniques, venons-en au sujet de ce soir, la place de la culture dans l'éducation nationale. Janine Vittori, c'est votre quotidien. Votre mission, faire entrer les arts visuels à l'école. Arts visuels, c'est-à-dire, alors, arts plastiques, cinéma, arts numériques. Oui, le domaine des arts visuels est un domaine très vaste, donc qui va justement de ce que l'on a appelé traditionnellement les arts plastiques. La peinture, la sculpture, le dessin, la gravure. Mais aujourd'hui, le champ des possibles dans le domaine des arts visuels est très étendu, avec notamment l'arrivée des arts numériques, non seulement d'utiliser le numérique, mais de créer à partir du numérique. Donc là, on n'est pas encore vraiment sur les rails, mais on s'y attelle. Alors concrètement, votre travail, comment est-ce que vous vous y prenez pour faire entrer les arts dans l'école? C'est-à-dire, c'est de la formation des enseignants, oui, c'est faire venir les artistes, organiser des ateliers, comment ça se passe? C'est tout ça. Donc il y a un volet de mon métier qui consiste justement à former les enseignants dans le domaine de l'art, c'est-à-dire de faire des animations pédagogiques sur des thèmes qui sont des thèmes de pédagogie, mais qui sont ancrés dans l'actualité culturelle du pays. Par exemple, de tenir compte du fait d'une grande exposition à Paris pour parler de Niki de Saint-Phal et de voir comment, ou de Picasso. Donc vous leur donnez les clés pour qu'ils puissent utiliser les œuvres de Picasso en classe, voilà, en ayant Je favorise l'accès pour les enseignants à l'actualité artistique du pays. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre volet qui est celui d'être un médiateur entre l'artiste et l'école et en permettant la réalisation de projets artistiques avec des artistes. Alors, c'est-à-dire que vous faites venir des artistes dans l'école. Alors, j'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait 26 heures de pratique artistique au programme dans les écoles.
en partie au contact d'un artiste directement. Ça s'inscrit dans un dispositif plus large qui s'appelle le parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est bien ça? Alors, disons que dans le cadre de ce parcours d'éducation artistique et culturelle, et depuis déjà plusieurs années, avant même que ce parcours ne soit mis en place, les enseignants ont la possibilité de monter des ateliers de pratique artistique dans leur classe et donc de faire intervenir un artiste à hauteur de 26 heures par classe. Donc vous avez dit ils ont la possibilité, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas imposé au programme. Non. Et la nuance est importante. La nuance est très importante parce que c'est toujours sur la base du volontariat et même en quelque sorte d'une sorte de militantisme de la part de certains enseignants qui sont des militants de l'art, qui y croient et qui sont demandeurs de projets. Alors concrètement, si on n'a pas la chance d'avoir un enfant scolarisé avec un enseignant qui est un militant de cette cause, de la culture et de l'art à l'école, il y a de fortes chances pour que notre enfant ait très peu accès à ces dispositifs. Alors, en gros, qu'il ne rencontre jamais un artiste. Ce qui est le cas de ma fille de 7 ans et demi, par exemple. Les choses vont changer avec la mise en place de ce parcours. Parce que à partir de cette rentrée-là que nous venons de vivre, celle de 2016, donc le parcours doit être instauré dans toutes les écoles. Donc, en principe, dans la scolarité d'un enfant qui partira de la maternelle jusqu'à la terminale, il devrait rencontrer non seulement des artistes, mais des professionnels de la culture. Tout au long de son parcours, il rencontrera des animateurs de médiathèques, des professionnels, par exemple, comme ici, de la télévision ou d'autres supports. Et des artistes. Et des artistes avant tout, mais alors, aussi un écrivain. Christelle Mazière, n'y a-t-il pas, dans ce que vous avez constaté, vous, pour votre thèse, un décalage assez important entre les programmes, les circulaires, les intentions que viennent de nous décrire Janine Vittor et la réalité ? Alors, effectivement, il y a un décalage, mais je voudrais compléter ce que vient de dire Janine, puisque, effectivement, dans ce parcours, il existe aussi des enseignements, notamment l'enseignement de l'histoire des arts, qui a été mis en place depuis 2008 et qui, donc, depuis le cycle 3, donc depuis le CE2, donc, permet à l'enfant de rencontrer les œuvres d'art. Et donc, ces œuvres d'art sont intégrées dans le cadre de séances de lecture d'images, notamment. Et donc, ça vient un petit peu compléter la rencontre artistique aussi. Et là, l'œuvre est objet de savoir. On apprend à lire une image, on apprend effectivement à l'intégrer dans le cadre d'un courant historique. Quand on fait par exemple de l'histoire, si on parle de la période de la Renaissance, on va, lorsque l'on est par exemple un enseignant de CM1, faire le lien avec une œuvre de la Renaissance et expliquer effectivement ce qu'est une œuvre d'art à cette époque-là. Pour en revenir après sur les méthodes, sur la façon dont on utilise l'art dans l'enseignement, je voudrais qu'on revienne une seconde sur ce décalage entre les intentions et la réalité. Ces fameux ateliers, par exemple. Alors, vous en avez dénombré dans votre thèse 7 dans toute la Corse, c'est-à-dire dans cette classe seulement. Sur la Haute-Corse, effectivement, selon les années. C'est dérisoire, c'est quasiment inexistant. Non. Il y a de nombreux ateliers, par exemple, ne serait-ce que dans le domaine des arts plastiques. Moi, j'en ai 15 par an, 15 financés dans le domaine des arts plastiques, mais il y en a en musique, il y en a en théâtre. Etc. Non, il y a de nombreux ateliers. Parce que tous les arts sont représentés. Et tous les ateliers ne font pas appel, par exemple, à un financement de la CTC ou du conseil départemental, mais ça peut être financé par une association de parents d'élèves. Donc, dans ce cas-là, on ne fait pas appel aux subventions publiques et ils ne sont pas comptabilisés peut-être de la même façon, mais ils existent. C'est important ce que vous dites parce que la question des moyens est très très importante pour finalement cet accès à la culture dans les classes. Au primaire, ce qui est plus spécifiquement votre champ d'action à l'une et l'autre et de recherche, en Corse, le budget moyen par élève et par an dédié à la culture et aux arts varie de 18 € à 160 €. C'est une disparité énorme. Je pense qu'il faut faire une distinction entre l'intervention de l'artiste à l'école qui demande subvention et ce que fait l'enseignant dans le cadre ordinaire de sa classe
qui n'a pas besoin de subvention. Pour ça, Et il a là, voilà. montré un film, par exemple. Ouais, Ça, et c'est le ouais. cadre, par exemple, le cas pour l'enseignement de l'histoire des arts, où là, on n'a oui. pas besoin d'un financement particulier. On a besoin d'un financement particulier pour notamment emmener sa classe dans un musée, Ouais. prendre en charge le Mais là, transport il y a une scolaire, vraie etc. disparité. Il y a une disparité, mais à la fois... Pour les classes du rural, par exemple. Oui, mais il existe des initiatives des enseignants. Il ne faut pas stigmatiser le rural. On voit que les enseignants arrivent, par effectivement des ateliers de pratique artistique, à rompre les inégalités à la fois sociales, à la fois territoriales. Et du coup, on arrive, je ne voudrais pas effectivement être fataliste, il y a des choses qui se font et qui donnent de l'espoir, effectivement, pour les élèves. On va, Ange Toussaint-Pietrer, vous êtes donc enseignant en histoire, vous enseignez l'histoire à des classes de seconde et de première, C'est ça. Au lycée de Montésor, à Bastia, en histoire donc. Est-ce que vous utilisez, vous, l'art comme support pédagogique ? Ou les films, Étant la cinéphile, peinture, oui, ouais, c'est vraiment... la question ne se pose pas pour moi. C'est-à-dire que Ouais. souvent, oui, on regarde des films. Après, il est vrai que la question de l'histoire des arts, c'est intéressant. Il faut bien avouer aussi que dans le domaine du secondaire, ça reste aussi au bon vouloir du professeur de faire de l'histoire des arts ou pas. C'est-à-dire que c'est moins directif que pour le primaire, dans le secondaire C'est la aussi, question de la culture à l'école. C'est aussi en fonction du professeur. C'est-à-dire que Ouais. si, par exemple, un professeur va plus primer le programme classique que l'histoire des arts, il a tout à fait la liberté de le faire. Moi, personnellement, oui, étant cinéphile, je me sers beaucoup du support du cinéma dans mes cours. Après, c'est bien beau d'être On cinéphile, vous y encourage, mais il par faut... exemple, la direction de l'établissement, l'académie Oui, puisque en tant qu'enseignant, nous avons plusieurs supports qui sont le bulletin officiel, mais aussi les manuels. Et il y a, oui, un encouragement. Alors, il y a à la fois un encouragement, mais il y a aussi la sensibilité du professeur qui joue. Et par je exemple, pense. organiser une sortie en musée, c'est compliqué, il faut se battre pour avoir le budget, il faut concrètement au quotidien, c'est... Organiser une sortie, c'est toujours compliqué, surtout par les temps qui courent En aujourd'hui. plus, avec les problèmes Voilà. de sécurité, on va y venir, bien sûr. Mais en général, les budgets sont là pour nous aider à faire cela. De toute façon, moi, en tout cas, mon avis est personnel et particulier, mais l'établissement nous encourage à pratiquer ce genre d'histoire des arts et de sortie. Alors, vous nous disiez, Janine Witter, et que cette année, il y avait, comment dire, un renforcement du dispositif. Oui, un renforcement. Disons que c'est inscrit dans la loi. D'accord. Le parcours est inscrit dans la loi. Et donc, c'est une obligation. Ce n'est pas simplement une invitation à inscrire les enfants dans un parcours, mais c'est une obligation. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, l'éducation nationale travaille sur un temps long. La scolarité de l'enfant dure longtemps et c'est vrai que c'est une grande machine qui a besoin d'un petit peu de temps pour appliquer justement les réformes. Mais je pense que les choses sont en bonne voie parce que c'est devenu, par exemple, l'enseignement de l'histoire des arts n'est pas suffisamment enseigné, certainement. Pour moi, il ne l'est jamais suffisamment. Mais les enseignants sont dans une nouvelle posture par rapport à l'histoire des arts. Ils ne sont plus dans l'idée qu'on leur impose quelque chose et ils sentent l'intérêt justement de faire ce travail qui touche tous les arts et de tisser des liens entre les arts et de mettre en relation plusieurs domaines de l'art. Alors pourtant, ça a été un des motifs de critique et de grogne dans cette rentrée 2016. Alors là, ça concerne le secondaire, plus spécifiquement la réforme du collège, mais la création de ces fameux EIP, enseignement pratique interdisciplinaire, où on encourage dans le cadre d'ateliers justement les enseignants à croiser les disciplines sciences et vie de la Terre, par exemple, avec les lettres. Ça a été très, très critiqué. Et pourtant, sur l'enseignement des arts ou de la présence de la culture à l'école, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait parce que naturellement, je le dirais. professeur de... Bon, moi je parle pour le premier degré, mais les professeurs de lettres ont toujours travaillé avec le professeur d'art plastique pour parler d'une œuvre. Quand en histoire, on va faire une œuvre de la Renaissance, c'est vrai que naturellement, on peut interroger son collègue de français ou d'histoire pour nourrir les arts plastiques. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment dans le bon sens parce que
on ne compartimente plus une discipline, mais on l'ouvre sur ce qui est véritablement la culture, c'est-à-dire cette approche sensible différente. Le monde. Est-ce qu'il y a une vraie demande de la part des enfants? Est-ce qu'elle est évaluée, cette demande, et prise en compte? Alors, elle est évaluée ne serait-ce que par le brevet des collèges avec avec l'histoire des arts qui est au programme. Je suis un peu... Mais la demande, est-ce que vraiment il y a de leur part, comme dit Tristan, une volonté de... On vient vous voir en disant à un prof, on aimerait faire de la musique, on aimerait... Les enfants sont demandeurs et de toute façon, à partir du moment où on met l'œuvre d'art au programme, elles les interrogent, elles les questionnent, ils ont envie d'en savoir plus et ils ont envie de poser des questions et de résoudre des questions par rapport à l'art. Ce qui est intéressant avec l'œuvre d'art, c'est que ce n'est pas un objet fermé, c'est quelque chose qui est ouvert et qui résiste justement à notre jugement. Donc, quelque chose qui peut paraître rebutant pour un adulte, eh bien, pour l'enfant, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai devant les yeux? Comment je vais l'aborder? Mais qu'a fait l'artiste? Pourquoi il a fait ça? Sans Comment aucune censure, sans aucune autocensure. L'enfant ne se censure pas. Donc après, les collégiens, c'est peut-être un autre problème, mais pas pour les enfants de l'école élémentaire. Revenons au contexte national et international. Alors moi, j'ai cherché... dans le discours de Najat Vallaud-Belkacem, dans le discours de rentrée, j'ai vu citer 2 fois seulement le mot culture, dans un contexte où, en revanche, on cite beaucoup le mot sécurité. Alors, vous dites qu'effectivement, il y a un dispositif qui est renforcé, qui désormais est obligatoire. Pourtant, ça n'a pas été affiché. On a l'impression que la culture n'est pas forcément considérée en ce moment comme la priorité pour résoudre, en tout cas en partie, les problèmes que nous vivons. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez au sein de l'Éducation nationale et vous, que vous l'observez avec la distance qui est la vôtre? Alors, l'observer, en fait, en tout cas, on peut imaginer que la culture a cette capacité à rassembler les individus par l'expérience commune de vivre un spectacle ensemble, etc. Mais la volonté politique aujourd'hui en France? Mais la volonté politique affichée, effectivement, peut-être d'utiliser la culture comme créateur d'un vivre ensemble, ou en tout cas pour essayer de créer quelque chose, je pense que c'est une utopie, c'est quelque chose que l'on peut rêver, que l'on peut souhaiter, mais j'ai peur malheureusement qu'aujourd'hui, les moyens, on aurait dû les mettre bien avant. Moi, je n'ai pas du tout la même opinion que Christelle, parce que pour moi, je trouve que c'est dans les gènes de l'éducation nationale, justement, même si ça n'apparaît pas pour les gens qui sont à l'extérieur. Mais la culture, c'est notre fondement, la littérature, la poésie. L'art, depuis les années 80, quand même, est rentré, depuis Lang, est rentré vraiment à l'école. Et donc, c'est notre fonds de commerce, je dirais. Donc ça ne mérite même plus de le dire. Oui, non, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ce serait idéal qu'effectivement, elle soit tellement présente que ce soit un non-sujet et que ça annule tout l'intérêt de cette émission. Elle est au cœur quand même, effectivement des de l'enseignement et de la pratique. Alors, ils détruisent les statues, nous voulons les casques bleus de la culture, ils brûlent les livres, nous avons des bibliothèques, ils imaginent la terreur, nous répondrons avec la culture. Ces mots ont été prononcés par le Premier ministre italien le 24 novembre dernier, au lendemain des attentats de Paris, au Capitole. Matteo Renzi ajoutait « Pour chaque euro de plus investi dans la sécurité, il doit y avoir un euro investi dans la culture. L'Italie fourbit ses armes contre Daesh. Parmi elles, il y a un bonus Culture à 500 € pour chaque jeune de 18 ans à dépenser exclusivement en biens ou services culturels. Florence Antomarchi et Stéphane Agostini se sont rendus à Florence pour voir comment la mesure était accueillie, notamment par les lycéens. Ville de chef-d'œuvre, Florence est aussi la cité de Matteo Renzi, président du Conseil italien. Le seul gouvernement européen à dire que la culture joue à armes égales avec la sécurité dans la lutte contre les terreurs du terrorisme. Du coup, la rentrée scolaire 2016 en Italie a prévu un cadeau pour près de 600 000 jeunes. C'est une idée géniale, simple, mais très utile. Tous les gouvernements devraient investir sur les jeunes. Et cette formule du bonus, c'est 500 €, c'est pas beaucoup. Mais pour un jeune,
C'est beaucoup. Dans quelques jours, une application sur smartphone sera disponible et chaque jeune de 18 ans disposera de ce budget pour des dépenses culturelles. Ils ont plein d'idées. J'espère aller au théâtre le plus possible et acheter des textes de comédie, de tragédie. J'adore la littérature anglaise, américaine. J'irai visiter les musées. Surtout ici à Florence, il y en a plein, mais en fait, ils coûtent cher. Loin du centre-ville, dans ce lycée professionnel, il n'y a que les plus jeunes qui sont rentrés ce matin. Le proviseur se fait porte-parole des classes terminales, cible de la mesure. Je trouve cette mesure juste. Tous les jeunes sont traités pareil, dotés d'un budget qui n'est pas énorme, mais qui est un premier pas. Quels qu'ils soient, ils peuvent tous investir de la même manière dans la culture. C'est une chance et un principe d'égalité. Pour les sceptiques, ce que propose Matteo Renzi n'est qu'une mesure électoraliste. À entendre cet enseignant spécialiste de Dante, ce serait même presque l'enfer. C'est de la propagande, juste des moyens pour de la consommation. Mais il n'y a aucune pensée globale dans cette mesure, aucune vision d'ensemble des exigences culturelles des étudiants et de l'école. Avec 600 000 jeunes de 18 ans, la mesure inscrit 300 millions d'euros au budget de l'État 2016. Nous voilà à l'Arci, la première association italienne pour l'offre culturelle des 14-24 ans. Ici, on regrette qu'un tel budget ne favorise pas la participation et la création des jeunes. Imaginez un jeune de 18 ans. Quel type de culture peut l'intéresser? La question de l'offre est importante parce qu'elle doit être adaptée à la jeunesse. Peut-être il aurait mieux valu créer des centres de production pour les jeunes. Et pour une conception moins traditionnelle de la culture, il y a aussi Sofia. Engagée pour les droits des immigrés et des nouveaux arrivants, elle s'est mobilisée pour que les jeunes étrangers bénéficient aujourd'hui du bonus cultura. Mais il faudrait sortir d'un schéma trop classique. Toi, étranger, tu dois connaître ma culture, mais ça devrait être réciproque. Il y a une richesse, une valeur ajoutée dans la culture que je porte, moi aussi. C'est vrai, j'ai appris la culture italienne, l'histoire italienne, mais toi, tu as appris la mienne. Tant de fois, j'entends dire, à moi qui suis péruvienne, la tomate, ça vient d'Italie, alors que la tomate vient de chez moi, d'Amérique du Sud. Derrière la tomate si chère aux Italiens, c'est bien l'idée de l'interculturel qui se profile. Par ces temps mauvais de terrorisme et de préjugés, Matteo Renzi, inventeur du bonus cultura, a en plus ouvert les débats. Merci à Florence Santomarque et Stéphane Agostini et à Élise Caruel pour cet excellent reportage qui pose plein de questions. Et alors, je nuance, Matteo Renzi n'est pas l'inventeur du bonus cultura, c'est la collectivité territoriale de Corse qui a inventé le pass cultura il y a déjà 8 ans. Alors, c'est 75 € par jeune, beaucoup moins que les 500 €, mais ça concerne une tranche d'âge beaucoup plus large. Et qui va encore s'élargir prochainement à tous les collégiens, donc à 11 000 jeunes de plus. Il y a 18 000 jeunes éligibles à cette mesure en Corse. Est-ce que ce type de bonus, on va dire en règle générale, pas seulement en Italie là, mais de coup de pouce pour donner des ressources aux enfants directement, aux jeunes directement, c'est une bonne mesure pour vous, Christelle Mazière? Oui, je pense que c'est une bonne mesure, puisqu'elle a pour fonction de lever, on va dire, le verrou financier pour certains jeunes qui n'auraient pas les moyens d'aller au cinéma, de s'acheter un livre ou encore d'aller, par exemple, dans un théâtre. Donc, grâce au chéquier de la CTC, les jeunes peuvent effectivement avoir cette possibilité-là. Encore faut-il qu'ils en soient au courant, mais nos professeurs, n'est-ce pas, ont aussi un rôle à important. jouer. Et c'est ce que j'allais demander. Est-ce que l'enseignant a un rôle à jouer? Parce que finalement, c'est une dépense qui doit se faire
hors du cadre scolaire. On n'est pas obligé d'acheter un livre au programme. C'est aussi l'intérêt, c'est que ce soit aussi du plaisir, la culture. Je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que ces dispositifs sont conçus, non? Alors, le pass pour les collégiens a été imaginé par des enfants, une classe par de CM2. Jeunes, oui. Par des jeunes. C'est la première, oui. Une des premières délibérations du conseil, du tout nouveau Conseil des jeunes qui a été adopté, une toute nouvelle Assemblée des jeunes qui a été adoptée au mois de juin 2016 en Corse. Ouais. Et moi, je pense il est évident, je suis d'accord avec l'interlocuteur qui a parlé dans le reportage. Il faudrait aussi développer les pratiques. On va y venir, voilà. Mais je voudrais revenir... La fréquentation des lieux de l'art et du cinéma, des salles de spectacle, mais c'est un plus pour les jeunes. Est-ce que ça permet, Christelle Mazière, d'estomper un petit peu les inégalités territoriales et sociales, ce type de dispositif? Là, on entendait un jeune homme dire quand même, alors qu'il vit à Florence, qu'il est florentin, je n'ai pas beaucoup accès aux musées parce qu'ils sont trop chers. Même en étant à Florence, on pourrait penser que c'est quand même pas les jeunes les moins lotis en matière de culture et notamment de musées et d'art plastique. Et il dit, voilà, c'est trop cher. À part les musées nationaux, les autres sont trop chers. On ne peut pas y aller. Est-ce que ça permet d'estomper ces inégalités? Je pense que ce type de mesure, en fait, effectivement, lève, comme je disais, cette question budgétaire. Mais effectivement, sous réserve que les enfants... par l'école aient davantage l'habitude de se rendre et ne se restreignent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'y aller avec leurs parents, avec leurs frères ou leurs sœurs. Donc du coup, ce type de mesure favorise les pratiques et peut lever ces inégalités. Et c'est un travail qui se fait en collaboration aussi. Et c'est là que je reviens sur le rôle important des enseignants. Et en tout cas, on peut les en remercier. Vous les conseillez, Ange Toussaint, vos élèves qui arrivent avec un chéquier Pass Culture Bien sûr, oui. Je pense que de toute façon, il faut dire qu'en ce qui me concerne, très peu d'élèves étaient au courant du Pass Culture. Donc peut-être qu'il y a encore un manque de diffusion. Donc là, il importe aux professeurs d'informer les élèves que ce pass existe. Et lorsque, bien sûr, l'élève ne sait pas quoi acheter, bien sûr, au contraire, ça favorise encore plus de dialogue avec l'élève. C'est encore plus enrichissant pour l'enseignant. Ça permet de savoir ses goûts et de l'orienter. Au-delà de l'effet d'annonce politique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important qui est le décryptage? Vous évoquiez tout à l'heure le décryptage de l'image. Si on prend l'exemple du numérique, parce qu'on n'est pas si loin, l'approche culturelle aujourd'hui se fait par le numérique, on voit à quel point aujourd'hui on est dans l'effet d'annonce encore une fois, puisqu'on va apprendre aux enfants à se servir d'un iPad, mais on ne va pas leur apprendre le langage de la programmation numérique. Est-ce qu'on n'est pas dans l'effet d'annonce caractérisé? Là, Tristan, vous rejoignez une critique qui est formulée dans le reportage, c'est celle qui oppose consommateurs de biens culturels à créateurs, à makers, comme on dit dans les Fab Labs. Mais donc, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique selon laquelle il vaudrait mieux financer la création? C'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une réserve qu'on peut formuler. Et c'est là encore que l'enseignant a un rôle fondamental, selon moi, puisque c'est lui qui va en fait faire la distinction entre consommation d'un bien culturel et rencontre avec une œuvre, rencontre avec un artiste, où là on va vivre une expérience sensible, on va rencontrer quelque chose. Et puis création. Et on va en parler ensemble. Et la création. Et la pratique. Et donc c'est encore une fois à l'enseignant, aux adultes finalement, aux médiateurs culturels de faire cette distinction pour que l'enfant ne devienne pas qu'un consommateur de culture. On peut citer une initiative dans une école de Ghisonaccia. Vous nous avez apporté quelques travaux, puisque voyons quand même des travaux d'enfants, puisque dans le cadre de l'école, on ne fait pas que montrer les œuvres, on les fait aussi. Alors, il s'agit de dessins réalisés dans le cadre du concours Les Petits Artistes de la Mémoire. C'est un carnet de poilus, c'est ça, réalisé par les élèves? C'est ça, depuis plusieurs années, enfin depuis 2011, le département de Haute-Corse est engagé justement dans ce concours. Et bon, c'est l'occasion pour les enfants de regarder l'histoire d'une autre façon, de se mettre par exemple dans la peau d'un soldat de la guerre de 14 et de se rendre compte que ces soldats sont des êtres faits de chair et de sang, et de se rendre compte que la distance qui nous sépare d'eux n'est pas si grande. Et ça, il l'exprime par l'art. Il l'exprime par le dessin, par la littérature, voilà. Donc ils doivent faire un carnet, concourir pour c'est un concours donc, et donc ils s'appliquent. Cette classe de Ghisonaccia a eu le deuxième prix. Le deuxième prix nationalement. L'année dernière. La Corse a été souvent. L'année dernière, c'était l'école de Cardo qui avait été première nationalement, parce que je pense que ici, et on se rend compte que la société
a quelque chose à voir aussi avec ce que fait l'école. Parce que quand on sait l'intérêt que la population corse et que nos auteurs portent à la guerre de 14, eh bien, on s'en rend compte dans les écoles, parce que pour ce concours, c'est toute l'école qui est engagée, sont les familles, sont les grands-parents, c'est le monde qui gravite autour de l'école. Et pour moi, c'est là que c'est important, parce qu'on se rend compte que pour un concours, ou quand un artiste intervient à l'école, ça ne touche pas seulement l'enfant, mais son entourage. Et quand on favorise la fréquentation avec une œuvre, chez les enfants, on la favorise pour le milieu familial. Donc c'est là qu'un passe-cool tour, pour revenir un peu en arrière, a toutes ces raisons d'être, parce qu'à travers l'enfant, on touche une famille. Alors, de création, parce qu'on parlait de création à l'instant, il en est question, Tristan Francos, dans votre première chronique musicale de Via Cultura. Et non, vous ne nous parlerez pas de La Femme, le groupe dont tout le monde parle en ce moment, mais de l'initiative de l'artiste David Lemoine. Alors précisons qu'avec son groupe Cheveux, il partage le même label que La Femme. Mais voilà, le lien avec notre sujet s'arrête là. Que fait donc David Lemoine lorsqu'il n'est pas sur scène ou en studio avec Cheveux ? Quand il n'est pas en studio, enfin quand il est en studio avec Cheveux, ça peut être pour créer la bande originale, notamment du premier film de Thierry de Perret, Les Apaches, puisqu'ils avaient travaillé longuement sur ce film, même si ça ne s'entend pas trop dans le film. Et il fait ce qu'on appelle de la musique bruitiste, de la noise, pour employer le terme technique. Alors ça se rapproche de l'art brut, la noise, au point que quand il rencontre Antoine Capet en 2009, Capet, lui, est un insider de l'éducation, puisqu'il est éducateur. Il lui dit, tu fais à peu près la même chose que font mes gamins en classe quand ils sont énervés, c'est-à-dire du bruit. Donc c'est là qu'il crée cette association en 2009, qui est un atelier de musique expérimentale et d'art plastique avec un public autiste ou en situation de handicap mental ou psychique. C'est des collaborations donc entre des artistes bruts, on peut appeler ça aussi underground. C'est un laboratoire DIY de création de nouveaux instruments, parce que c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils sont un Fab Lab également de luthiers. C'est-à-dire qu'ils fabriquent même, ils sont makers jusqu'au bout, ils fabriquent même leurs instruments de musique avec des imprimantes 3D. C'est pour montrer le rapport vraiment organique qu'ont ces enfants à la musique, qu'ont naturellement tous les enfants à la musique, et peut-être encore plus les enfants handicapés et autistes, encore plus que les autres. Il faut savoir, quand on parle d'ailleurs de musique bruitiste, de noise, qu'il travaille également sur le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est une fréquence de son qui avait été notamment démocratisée par les musiciens de free jazz. Et c'est une notion de bruit qui est inentendable par l'oreille en apparence, qui fait qu'elle peut rendre fou, mais elle peut aussi décontracter totalement. Donc on travaille avec ces enfants là-dessus. Et l'important dans cette initiative, c'est de vouloir jouer non pas sur l'uniformité des enfants, mais sur leur singularité. Et ça, on prend l'exemple des enfants handicapés, en l'occurrence autistes, mais ça vaut a priori pour tous les enfants. C'est donc un vrai rapport à la fantaisie, à l'aspérité, qui peut devenir carrément jubilatoire. Et c'est un film qui le montre, un film réalisé par Mathieu Mastin, qui a été produit par Vice Magazine, qui est disponible sur le site de Vice. Il a été diffusé sur France 4. Il est jubilatoire à l'image d'un des membres trisomiques du groupe qu'on va voir tout de suite, un groupe belge qui s'appelle les Schuller Division. On voit le teaser de Musique Brute. Vous en voulez encore? Après, j'ai un petit bonus pour vous. Tu bruites pas? Ouais. Et donc, comme vous venez de le voir, ce film est visible en ce moment en streaming gratuit sur le site de Vice. Voilà. Il est sur le site accessible, donc vous pourrez le voir juste après l'émission, si ça vous intéresse. Le film est très très bien fait. On a toujours le problème de la bande-annonce qui est un petit peu clipesque. C'est toujours pareil, les teasers, c'est toujours qui résume compliqué très mal de se faire une idée, quand la même, matière. Mais en l'occurrence, là, on traite beaucoup d'autisme, parce qu'il y a une actualité par rapport à l'autisme. À l'heure où, dans ces effets de communication, on parle beaucoup du vivre ensemble,
beaucoup dans la communication politique. Là, il y a vraiment matière à s'interroger, notamment, il y a l'annonce qui va subvenir dans les jours à venir du 4e plan national par rapport à l'autisme. Il faut quand même savoir que la France a été condamnée 5 fois de suite par le Conseil de l'Europe. La dernière fois, c'était en 2014 pour discrimination à l'égard des enfants autistes. La moyenne, ici encore, c'est à peu près semblable à la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'il y a entre 15 et 20% des enfants autistes qui sont scolarisés, ce qui veut dire même pas 1 sur 5 à l'heure actuelle. Ça interroge encore une fois beaucoup. Tout ça parce qu'il y a une hostilité entre les associations de parents qui militent pour le développement de méthodes comportementales et des psychiatres qui, eux, sont pour une approche pluridisciplinaire qui passe par la psychanalyse. On peut s'interroger également sur le tissu associatif, mais vraiment sur ce vivre ensemble. Exactement, Christelle Mazière, on voit dans ce film, l'idée c'est de montrer aussi les bienfaits sur ces enfants autistes, handicapés. Globalement, pour revenir à notre sujet plus large, est-ce qu'il y a des études neurologiques qui permettent de mesurer les effets de la culture, de la pratique artistique sur un enfant, sur un être en construction? Alors, depuis les années 2000 et 2013, il y a les travaux d'un neurologue, neurobiologiste, Jean-Pierre Changeux, un Français, qui a en fait montré les effets sur donc le développement de l'enfant, le développement neuronal de l'enfant, lorsque l'enfant est en situation de création, est en contact avec des œuvres d'art. Et donc, ça fait écho pour tous les enfants, hein, effectivement, même donc pour les enfants que vous avez pu montrer dans le reportage, que c'est finalement en contact avec une œuvre que l'on peut justement développer des compétences et puis développer la sensibilité surtout de l'enfant. Donc ça, c'est mesuré scientifiquement. Oui, par ces travaux de ce chercheur donc qui débute, hein, puisque c'est une publication de 2013. Donc effectivement, mais ça y est, on s'y est mis, parce que jusqu'à présent, on appréhendait ça de façon très empirique. On contact d'un enfant, on pouvait le voir grandir, se dire, tiens, lui, je sais pas, au primaire, je lui ai enseigné ça, aujourd'hui, il est devenu ça. Et puis, voilà, il est devenu artiste, je ne sais quoi. Janine Vittor, et vous l'observez, ces bienfaits, vous les observez de façon comme ça empirique? Oui, peut-être de manière un petit peu empirique, mais pas seulement, parce qu'on se rend compte qu'on peut mesurer le capital d'émotion qui se crée dans une école ou dans une classe quand on a un contact avec l'art, quel qu'il soit, et quand justement là c'était de la musique, mais on se rend compte que qu'on parle aux enfants, on parle par les sens, on s'adresse à leur sens, et donc c'est un enrichissement qui va rejaillir sur les disciplines ordinaires de l'école. C'est ce que j'allais dire. Alors là, je rentre dans une approche peut-être un peu utilitariste de la culture et des arts à l'école, mais est-ce que c'est bon pour la réussite scolaire? En tout cas, il y a une étude neurobiologique qui a été faite sur la musique, particulièrement auprès de jeunes adultes, et qui a prouvé qu'il y avait non seulement un développement des synapses qui était plus grand, mais aussi une faculté des 2 hémisphères cérébraux à mieux se coordonner à travers la musique. Certains élèves en sont conscients, puisque certains des miens ne peuvent pas se passer de musique lorsqu'ils révisent. Et certains de musique classique, carrément. Donc c'est peut-être très encourageant pour la suite, effectivement. Et est-ce qu'ils sont en demande justement de pratiques artistiques et musicales en se disant ça va... Alors par exemple, cette étude sur la musique a montré que les élèves avaient de meilleurs résultats en maths et en français. On dit souvent que le solfège, voilà, c'est un raisonnement qui rejoint un peu celui des mathématiques. Le français, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas, les conclusions sont celles-ci. Donc du coup, est-ce que les élèves eux-mêmes sont en demande en se disant, là, si je fais ça, je serai meilleur dans telle et telle discipline? Moi, je pense que ce qui est aussi intéressant, au-delà de l'amélioration des résultats qu'on espère et de l'apprentissage, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe classe qui va vivre une expérience commune. En rencontrant un artiste, une œuvre d'art. Et là, on crée du commun. On est dans le fameux bien vivre ensemble qui, en ce moment, je pense que c'est bien j'allais dire à la mode, c'est un peu trivial, mais c'est un peu le cas. Et effectivement, ça peut favoriser ce bien vivre ensemble, l'expérience artistique. En tout cas, ça crée une expérience commune. Effectivement, ça crée un souvenir dans l'enfant. Ça favorise effectivement la connaissance aussi de sa propre culture et de la culture des autres. Si par exemple l'enseignant a une approche, comme on l'a dit dans le reportage, interculturelle, où on va favoriser le dialogue, les comparaisons entre des œuvres issues
d'aires géographiques différentes, justement, on va construire quelque chose qui va les ouvrir et les éveiller. Alors, pourtant, l'éducation nationale encourage l'ouverture des écoles et des établissements sur leur environnement proche. Bon, on se doute que c'est par commodité, c'est plus facile d'aller pour un élève d'Ajaccio au musée Fesch qu'au Louvre, certes, mais pour autant, comment est-ce qu'on passe du coup du local à l'étranger, à l'international, je dirais, et puis à l'universel? Comment est-ce qu'on fait ce lien? Alors, les enseignants, par exemple, ont notamment des textes avec des listes d'œuvres de référence qui leur permettent, donc de trouver des exemples. Mais ce ne sont que des suggestions. Ils peuvent très bien choisir d'étudier des tableaux, des musiques, des écoutes d'œuvres selon leur sensibilité. Donc, en fait, en montrant la pluralité d'une œuvre d'art, la pluralité des cultures et non pas forcément de la culture, ça permet justement de créer cette diversité, cette richesse finalement, et d'ouvrir l'enfant finalement vers autre chose. Donc de partir du local vers l'universel. Se place dans une posture en fait l'enfant quand il regarde une œuvre qui est une œuvre de proximité, il se met dans quelque chose qui est une démarche, celle de regarder autour de soi pour pouvoir faire des comparaisons et trouver des références communes entre une œuvre d'ici et d'ailleurs ou entre une œuvre de maintenant et du passé. Justement, les obscurantistes veulent effacer l'histoire et veulent effacer l'art. Quand on place l'enfant en position de s'interroger et de regarder, eh bien, c'est une ouverture. Et puis l'émotion que procure l'art. Le aussi. sens et le sensible. Vous vouliez réagir? Ce qui paraît être important quand même aussi, c'est la distinction entre l'art réel dans son questionnement et le consumérisme culturel aujourd'hui. Ça paraît quand même. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un maître étalon dans l'éducation nationale qui fait qu'on va pouvoir dire ça c'est de l'art et ça c'est de la culture du loisir, Alors. Ça, c'est une question difficile. Vaste question à laquelle on ne répondra jamais, mais quand même. Par l'enseignement de l'histoire des arts à l'école, en principe, ces frontières entre le loisir et l'art ont tendance à disparaître parce que, par exemple, vous parliez du bruit tout à l'heure, eh bien, dans les arts du son, on s'intéresse aussi au bruit, on s'intéresse aussi à la radio, on s'intéresse au métier du cinéma, au bruitage. On s'intéresse comme par exemple... Ou comme dans les arts du quotidien, on s'intéresse au design, aux costumes, aux jeux vidéo. Ouais. Donc on abaisse un petit peu les barrières entre les arts. Exactement, on se rend compte que finalement l'art est proche de nous, mais qu'on ne le sait pas obligatoirement. Il faut le regarder. Oui, à la fois... L'art garde quand même malgré tout à l'école un caractère sacré. Je dis enfin sacré puisqu'on a les œuvres de la liste, les œuvres de référence, les classiques. Donc c'est en ça que je dis sacralisation. Mais d'un autre côté, on regarde le monde tel qu'il est. Et bon, c'est ça la difficulté aujourd'hui pour l'école, c'est d'être en prise avec cette réalité de l'école d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui. Mais il faut, je pense qu'on essaye en tout cas de s'approcher de ça. C'est aussi une question de bonne volonté, mais c'est une question de texte. Ange Toussaint, est-ce que par exemple vous qui êtes passionné de cinéma, vous l'avez dit quand vous voulez aborder un sujet d'histoire avec cette discipline-là, est-ce que vous pouvez vous autoriser la diffusion d'un blockbuster, par exemple, qui n'est pas forcément reconnu comme une œuvre dans la cinéphilie mondiale? Encore une fois, tout dépend de l'œuvre. Si l'œuvre peut... Ce qui est important avec la notion d'enseignement et d'art, c'est que déjà, effectivement, on a le bulletin officiel qui nous dit toujours commencer par une étude de cas, puis ensuite élargir. Donc en général, le document d'accroche, comme on l'appelle, c'est pour moi en tout cas souvent une œuvre d'art. Donc ce qui est important en fait, c'est de passer un film par exemple, mais toujours de préparer un dossier à côté avec des questions, etc. Je veux dire, on n'est pas en séance de cinéma non plus. Non. Et puis surtout, d'interroger l'élève sur la notion de représentation. Moi, je trouve que c'est une notion importante, c'est-à-dire comment un film peut donner une représentation d'une période ou d'un personnage. Alors un blockbuster, pourquoi pas, hein. Il est une représentation d'un sujet à un moment donné, dans un contexte donné, absolument. Eh bien, pour votre première chronique, Ange Toussaint-Pietrer, vous n'allez pas nous parler de cinéma, non. mais d'un ouvrage que vous avez choisi qui s'appelle « Pour une histoire des possibles » de Quentin Duliermoz et Pierre Singaravelou. C'est édité au Seuil dans la collection L'Univers historique.
Donc une collection tout à fait sérieuse. Oui, Chasser le naturel, il revient au galop, c'est par des sciences humaines que je commence forcément. Voilà. Mais c'est lié au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour une histoire des possibles, il est écrit par donc 2 auteurs qui sont Quentin de Lermoz et Pierre Singaravelou, qui s'intéressent l'un au 19e siècle, l'autre plus au fait colonial. Et tous les deux, là, ils écrivent quelque chose qui n'a absolument rien à voir, puisqu'ils vont parler d'une école historique qui s'appelle la What If History, c'est-à-dire l'histoire contrefactuelle. Alors comme son nom l'indique, l'histoire qui va à l'encontre des faits. Et c'est par exemple une école anglo-saxonne qui va s'interroger si la Première Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, ce qui se serait passé ensuite, etc., etc. Bon, en France, c'est assez mal vu, il faut dire ce qu'il y a. C'est ce que j'allais dire, oui. On n'est pas loin du négationnisme par moment. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de procès qui sont faits La critique, c'est souvent assimilé soit à de l'histoire fiction, soit à de l'uchronie, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est pas aussi caricatural. C'est-à-dire que l'histoire contrefactuelle, et les 2 auteurs le montrent bien, ça peut inaugurer un nouveau rapport au temps. Et puis surtout, ça montre que l'histoire, bien souvent, ça ne tient qu'à un fil au niveau des événements et des personnages. Donc tous les deux, ils font un grand tour d'horizon. Et ça passe par plusieurs disciplines. Ça passe à la fois par l'histoire, mais aussi par l'anthropologie, le droit, la psychologie, la littérature, le cinéma, sur les avantages qui peuvent découler de l'histoire contrefactuelle. Donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant aussi, et qui nous intéresse là, c'est que les 2 auteurs travaillent sur les pratiques d'enseignement que peut suggérer l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire qu'ils vont parler, par exemple, de l'importance des jeux vidéo, avec certains jeux comme, par exemple, dont j'ai fait la connaissance, Civilization, par exemple, qui est un jeu qui est primé dans le monde entier, et certains professeurs aux États-Unis travaillent avec leurs étudiants sur ces jeux vidéo, où les étudiants sont à la tête de civilisation et sont maîtres, quelque part, de l'histoire. Ils sont maîtres de l'histoire, c'est-à-dire que le joueur réécrit l'histoire à travers le jeu vidéo. Et ça, c'est utilisé dans l'enseignement, par exemple, aux États-unis. Aux États-Unis, c'est devenu une banalité. Voilà. Et vous avez, par exemple, certains grands contes... Qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt ? En fait, ça permet à un étudiant déjà de connaître une autre culture, puisqu'on peut choisir plusieurs civilisations, c'est pas seulement les civilisations occidentales, et ça peut aussi, là encore, comme je disais, inaugurer un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport avec l'histoire telle qu'elle est découpée aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les 2 auteurs, et ça c'est la première fois que je le vois dans un ouvrage historique, ils vont retranscrire dans leur dernier chapitre une expérience qu'ils ont effectuée en 2011, par exemple, à Grenoble. C'est un essai d'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans un amphi avec une assistance des étudiants, mais des personnes de tous âges, et ils vont faire des essais d'histoire contrefactuelle. Par exemple, là, le cas numéro 1, nous allons voir la question de la traite d'esclavage. Si elle n'avait pas eu lieu, ce que serait devenu le monde. Et tout le monde interagit. Et les échanges sont retranscrits dans le dernier chapitre. Donc ça, c'est peut-être une nouvelle façon aussi de concevoir le rapport au savoir, ici particulièrement dans le cadre universitaire, bien sûr. Mais ça permet aussi de mettre en avant quelque chose auquel je crois beaucoup en tant qu'historien, c'est le rôle social de l'historien. Voilà. Christelle Mazière, est-ce que ce type d'expérience, je dirais, d'enseignement un peu alternative ou différente de ce qu'on connaît dans le système français traditionnel, je dirais, est-ce qu'il y en a certaines que vous avez relevées qui vous semblent dignes d'intérêt ailleurs dans le monde Alors, sur les pratiques que j'ai pu observer sur l'Académie de Corse, des choses qui pourraient s'écarter du programme, officiel, du sacro-saint programme. Je trouve que les enseignants sont très innovants. Mais restent quand même donc dans les cadres de leur le jeu vidéo comme support d'enseignement de l'histoire, par exemple, en Corse, on a vu ça? Je n'en ai pas observé à l'échelle de mon échantillon. Mais je demeure ouverte à toute observation si un enseignant souhaite... Est-ce qu'on n'est pas dans un cas particulier inhérent à l'histoire et à son apprentissage en France, qui est une espèce de dogmatisme comme ça, où depuis la Troisième République, on s'est toujours attaché à réécrire l'histoire, en tout cas à l'interpréter dans le sens politique qu'on voulait, alors que l'histoire en tant que chercheur est une perpétuelle remise en cause? Oui, bien sûr. Et là, je pense qu'il y a peut-être un décalage entre l'histoire telle qu'elle est enseignée dans le secondaire et peut-être à l'université. Peut-être que Christelle peut en témoigner. Non, mais un mot pour conclure, parce que l'émission touche à sa fin, sur la culture. Janine Victor. L'impact des jeux vidéo, moi, je le vois dans les écoles. Quand on parle de mythologie et que les enfants, parce qu'ils ont rencontré Ulysse ou Achille dans des jeux vidéo, connaissent ces personnages mythologiques. Et l'enseignant s'appuie dessus souvent. Et puis les références à l'art
plastiques dans les jeux vidéo, pour ceux qui s'y intéressent, évidemment, sont très précises, très pointues. Et les jeux de souvent, guerre, les grandes batailles, Merci à tous pour vos éclairages sur ce sujet passionnant de la culture à l'école. Il y aurait donc beaucoup à dire encore, mais l'émission touche à sa fin. Dans Via Cultura, nous vous proposons désormais un nouveau rendez-vous, un agenda culturel parfaitement subjectif du mois à venir. Il est réalisé en partenariat avec le magazine EC, ou mensuel, culturel, gratuit, disponible dans tous les bons endroits. Nous vous dévoilons en exclusivité la couverture du prochain numéro. L'agenda d'octobre a été concocté avec amour et pertinence par Félicia Samartiel, y est habillée avec talent par Laure Fernandez et Cool Agenda. Commençons cet agenda de rentrée par une création musicale complètement barrée. La contrebassiste Sarah Murcia propose une variation jazzy de l'album culte des Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Elle bouscule chaque morceau, déjantant le style déjà débridé des punks londoniens. Du côté d'Artemar, des ovnis cinématographiques comme Africa Corse, le dernier film de Gérard Guerrier, et un docu d'ouverture légendaire sur l'épopée d'un rocker corse dans le Londres des années 70, Henri Padovan, guitariste fondateur du groupe Police. Ça s'appelle Rock'n'Roll of Corse et c'est immanquable. À voir aussi le meilleur de la sélection cannoise au Palais des Congrès d'Ajaccio. Au menu de Passion Cinéma, des films du monde entier et de Corse. 8 avant-premières, dont le dernier film des Frères Dardenne ou celui d'Emmanuel Berco. Mais celui qui nous fait trépigner d'impatience, c'est Patterson, le dernier Jarmouche. L'histoire d'un poète chauffeur de bus, incarné magnifiquement, paraît-il, par Adam Driver. Magie généreuse, dixit les critiques, poésie décalée, on risque d'aimer. Un petit mot aussi pour vous dire de ne pas oublier de courir vite, si ce n'est pas déjà fait, au musée Fesch pour les derniers jours de la Super Expo Paramuséum de Laurent Grasso. Terminons par la reprise des Caboulots poétiques, chaque lundi soir au Minotaure, célèbre bar à viande Bastier dans le quartier du théâtre. On rappelle brièvement le fameux concept, lecture et chant d'œuvres originales autour d'une assiette de charcuterie et d'une bonne bouteille de vin. Ça a quand même du bon la rentrée. Et vous retrouverez toutes ces infos et plus encore dans le prochain numéro de ECU. J'ajoute un événement qui ne rentrait pas dans le magnéto, c'est comme ça. C'est la 10e édition du festival Corsicadoc qui se déroulera du 19 au 23 octobre à l'espace Diamant d'Ajaccio. Toujours la crème du documentaire mondial sélectionnée pour la compétition, mais aussi cette année une sélection de films sur le thème de la musique. L'occasion notamment de revoir des classiques sur grand écran comme le 1+1 de Godard ou de découvrir le génial It's That Question, inédit en France, consacré au géant Frank Zappa. On a vu, Tristan et moi, et on valide, on survalide. Voilà, merci Christelle Mazière, merci Janine Vittor. Messieurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Vous revenez? Oui. C'est sûr? Bon, super. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Je vous donne aussi rendez-vous le mois prochain. Excellente soirée sur France 3 Corse VSTL.